Si le futur nous est inconnu, il s'élabore par contre dans le présent, seul élément sur lequel nous pouvons agir. La mémoire, tel un ferment puissant, irrigue ce même présent en nous offrant d'élaborer l'avenir. C'est donc de notre histoire, trop souvent lacunaire, et plus précisément des pages glorieuses de la résistance populaire, dont nous allons vous entretenir, en évitant, autant que faire se peut, de faire l'impasse sur la foisonnante histoire des hommes. Ne dit-on pas que c'est dans l'histoire que réside l'âme des nations? « 1808. Sur ordre de Napoléon, le capitaine Boutin est envoyé en espion dans la Régence pour effectuer des relevés topographiques en vue du débarquement à Alger et de la colonisation de l'Afrique du Nord. Après 2 ans d'absence, l'émir Abdelkader et son père Mehieddine, de retour de la Mecque, retrouvent la Guetna. Pendant que l'on fête l'événement, le premier acte de la conquête se joue dans la régence d'Alger. La prise d'Alger par les Français a pour conséquence le soulèvement des tribus de l'Ouest contre celles du Morzen, des Douaïr et des Zmala qui ne bénéficient plus de la protection des Turcs. À Tlemcen, Mohammed Ben Nouna sollicite l'aide du sultan du Maroc et lui offre sa soumission. Les Koulouglis s'enferment et fortifient le mouchoir. Le Bey Hassan, sentant le danger arriver, demande asile et protection à celui-là même qu'il avait fait emprisonner, le Cheikh Mehieddine. Le 4 janvier 1831, le général d'Orémont occupe Oran, livré sans aucune résistance par Hassan Bey, qui, à l'instar du Dey Hossin, embarque pour l'Orient. Du 1er au 7 mai 1832, les cavaliers de Mehieddine, avec parmi eux Abdelkader, harcèlent les troupes françaises retranchées dans Oran. Lors de cette campagne, ceux qui connaissaient Abdelkader comme brillant cavalier le découvrent comme un vaillant combattant. Avec nous ce soir, Monsieur Sahraoui Mustafa, président de la Fondation Émir Abdelkader de Saïda. Si Mustafa, bonsoir. Bonsoir. Donc, avec vous, on va essayer d'appréhender un homme qui fut immense, aussi bien dans sa dimension humaine, militaire, stratégique, poétique, mystique, etc. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit bien de l'émir Abdelkader, qui fut quand même une référence par rapport à l'identité nationale, personnage récurrent. Une question qui vous est personnelle. Comment, vous concernant, s'est fait votre rencontre avec l'émir? Ma rencontre avec l'émir n'a été que pure coïncidence, puisque à ma sortie de l'académie militaire de Cherchel en 1964, on nous a envoyé faire un stage dans la marine française et le choix pour moi a été Toulon. Donc on précise que vous êtes un ancien militaire. Je suis un ancien officier de marine. Très bien. Et puis là, 15 jours après mon installation à l'école des radiotélégraphistes dans le département du Var, un ami m'a conseillé d'aller visiter Fort-Lamarque, où était
interné l'émir Abdelkader dans un cachot. Et il y avait un grand portrait de l'émir Abdelkader. Ceci m'a terrassé. Quand j'ai vu ce portrait, j'ai senti en moi un déclic, quelque chose que je devais rencontrer, quelque chose que je devais voir, quelque chose que je devais vivre. Et c'est aussi quelque part la recherche d'une identité. Absolument. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à cette grande figure de l'histoire universelle, parce que l'émir Abdelkader est un homme universel. Très bien. Donc, si Mustapha, si nous revenons à la genèse de l'émir Abdelkader, donc c'est la période de sa jeunesse et de sa formation. Donc, il est né en 1807, et là il faut le préciser. Septembre 1807, parce que beaucoup d'écrivains parlent de 1808. Non, l'émir Abdelkader est né exactement en septembre, sous le signe de la Vierge, en 1807 à El Guetna. El Guetna est une petite localité qui se trouve à quelques encablures de Mascara, dans une zaouia, puisque son père était cheikh de la tariqa Qadiriya. Et il a vécu dans les sciences islamiques, dans le mysticisme, auprès des ulama, auprès des récitants du Coran. Et à l'âge de 5 ans, l'émir Abdelkader savait déjà lire et écrire. À l'âge de 12 ans, il connaissait parfaitement, par cœur, le Saint-Coran. Plus Sidi Khalil, Ibn Ashir, Muwatta, tout ça, il était d'une intelligence extraordinaire. Il assimilait très vite. Et il commençait déjà à faire des commentaires sur les écrits spirituels de grands philosophes, de grands érudits, de grands savants en mystique musulmane. Donc il faut dire aussi dans son cursus, enfin quand il a commencé à étudier, outre les sciences bien sûr islamiques et juridiques, il a aussi étudié Aristote, Platon. Absolument. C'était un homme universel. La culture pour lui c'était tout. Et puis après avoir appris le Coran par cœur, son père l'envoya chez un grand savant à Arzeux, le cadi de la ville d'Arzeux, pour parfaire ses connaissances. Ensuite, son père l'a envoyé à Oran étudier avec les fils de notables turcs dans une université à Oran. Après une année, l'émir Abdelkader a vu que le climat dans lequel il vivait, ce n'était pas ce qu'il espérait, puisque l'émir Abdelkader était déjà en son jeune âge un saint homme. Et il a vu la dépravation des mœurs dans la ville d'Oran, surtout chez les Turcs. Et leur arrogance aussi, je crois. L'arrogance aussi. Et là, il a demandé à son père à quitter cette université, qui n'était pas vraiment à son goût, puisque il a été élevé dans la sainteté, et puis là-bas, c'était... Oui, c'était un autre milieu, effectivement. Donc, en 23, il se marie donc avec sa cousine Lella Khaira. Est-ce que peut en dire quelques mots? Oui, sa cousine Lella Khaira, qu'il a connue et qu'il a aimée. Il faut bien insister. Un mariage d'amour. C'est un mariage d'amour. Puis c'était une femme, fille d'un grand érudit, d'un grand savant, et qui elle-même était très cultivée aussi. Donc ça a formé un couple extraordinaire. D'ailleurs, Lella Khaira l'a beaucoup aidé dans sa lutte contre les Français. Et puis, à partir de là, un jour, il devait accompagner son père à la Mecque. Avant, ils ont été arrêtés par le bey d'Oran et mis en prison. Oui. Il a fallu l'intervention de Mustapha Ben Smaïl, qui est devenu plus tard l'ennemi redoutable de l'émir Abdelkader, parce que c'était le larbin des Turcs.
C'était le Makhzen, c'était les auxiliaires des Turcs. Donc, Moussa Ben Souhail a intervenu auprès du bey d'Oran pour relâcher Abdelkader et son père. Là, ils ont embarqué pour aller à la Mecque. Et là, c'est une grande histoire puisque ce voyage a été très bénéfique pour l'émir Abdelkader. Et il a transité par beaucoup de pays, notamment la Syrie, l'Irak, l'Égypte. Il a vu beaucoup d'une autre civilisation, d'autres cultures. Donc, il s'est imprégné de culture, il s'est imprégné de savoir durant ce long périple à la Mecque. Donc il faut dire qu'au préalable, il s'est abreuvé bien sûr à la source du tasawwuf dans la zaouïa paternelle, qu'il a un peu plus tard avec son père entrepris le pèlerinage. Et là, il faut, je pense, le voir d'une autre manière. Comme on dit dans le domaine du tasawwuf, il a entrepris une véritable siyaha, où il a rencontré aussi bien des personnages, des références de l'époque sur le plan de la spiritualité, mais aussi des lieux chargés symboliquement. Tout à fait, tout à fait. Non seulement chargés symboliquement, mais des lieux. L'Arbi Jarradi, chercheur au Crasque d'Oran et enseignant-chercheur à l'université de Mostaganem. Des lieux et des hommes qui sont de véritables réservoirs spirituels et de véritables transmetteurs d'une influence spirituelle qu'on appelle la baraka. Donc on est dans la quête de tout mystique qui fait sa siyaha. Si on regarde la vie de l'émir, c'est le véritable soulouk. C'est le soulouk rouhi, c'est un cheminement spirituel et son aboutissement, c'est la maîtrise, c'est la vraie mashiyakha et la mashiyakha universelle et pas uniquement islamique. Il faut pas, c'est la mashiyakha universelle. C'est-à-dire que quand on lit les mawaqif ne s'adressent pas seulement aux croyants musulmans, mais s'adressent également à tout métaphysicien de quelle tradition qu'il soit. Il était prédestiné même avant l'allégeance, le Moubaïa, les ulama Gris, pourtant cette région est connue pour le nombre de ses saints, des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu. Donc, ont vu des rêves, sont allés voir Sidi Mahdine, votre fils, c'est lui le roi, c'est lui le sultan des Arabes. Chacun a raconté ce qu'il a vu dans son rêve. Même Sidi Mahdine, son père, a vu un rêve, l'ange Gabriel lui annonçant que le sultan des Arabes, c'est votre fils, c'est Sidi Abdelkader. Donc on veut dire qu'il y avait une sorte de prédestination par rapport à sa destinée, et que déjà à l'époque, dans son jeune âge, il était entouré d'une aura de sainteté. Absolument, puisqu'il y a eu, on ne peut pas parler de miracle, mais il y a eu karamat. L'émir Abdelkader a eu beaucoup de karamat. Une des dimensions aussi incontournables de l'émir, bien sûr, c'est sa dimension mystique, plutôt tasawwuf, si le terme est plus approprié. Quels a été ses maîtres par rapport à bien sûr, dans le cadre de la Qadiriya, avant de Ibn Arabi, quels a été ses précepteurs? L'émir Abdelkader a eu beaucoup de précepteurs, notamment ulama Gris. Dans le domaine du tasawwuf, je m'entends. Dans le domaine du tasawwuf aussi, parce que Gris, cette région, était connue pour abriter des gens de grands savoirs, à telle enseigne que les gens venaient de tous les pays du monde, notamment de Tunisie, du Maroc et d'Égypte aussi, de Jordanie, pour étudier le soufisme chez les gens de Gris. À telle enseigne qu'on dit بالعامية en arabe كل دوما بوالي قيل كل ظلفة بوالي كل ظلفة بوالي. Tellement le nombre de saints musulmans était important dans cette région. Et puis, en parlant aussi de miracles, Émir Abdelkader était dans un bivouac du côté de Mernia, dans sa tente, parce que l'Émir Abdelkader passait toutes ses nuits à méditer et à réciter le Coran et faire la prière. Il récitait le Saint-Coran en entier, les 60 versets du Coran, en une seule nuit, en prière.
Et le roi Abdelrahman du Maroc avait envoyé un mercenaire pour assassiner l'émir Abdelkader dans sa tente alors qu'il était en prière. Il était armé d'une lance et au moment de frapper l'émir Abdelkader dans le dos, il était resté raide. Figé, oui. Jusqu'à que sereinement l'émir Abdelkader avait terminé sa prière et lui a enlevé la lance de sa main et l'a fait asseoir à côté de lui, lui a offert un verre de lait et il lui a offert son burnous. Voilà. Tel était l'émir Abdelkader. Dommage que nos écrivains, les gens qui s'intéressent à l'histoire, n'écrivent pas le côté, ne s'intéressent pas au côté spirituel de l'émir Abdelkader parce que c'est très 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 intéressant. Émir Abdelkader, ses camarades lui posaient la question pourquoi aucune balle ne t'atteignait. On voit que tu es le premier à foncer dans les combats. Il ne croyait pas au charlatanisme, c'était un pur soufi. Il a dit wattaqullah wa yu'allimukumullah. Plus tu te mets dans l'obéissance de Dieu, plus écrits qui ont été faits autour de l'émir Abdelkader. Est-ce que précisément cette dimension, disons, initiatique, disons ces écrits produits par certains historiens, n'ayant pas les clés, Yanil Mafatih, pour comprendre l'ampleur, disons, de la dimension mystique, a été quelque part un peu un handicap pour appréhender réellement la personnalité de l'émir? C'est-à-dire, c'est la faute un peu, parce que si on n'écrit pas l'histoire nous-mêmes, beaucoup de gens vont l'écrire. Non, puis il faut connaître aussi cette dimension mystique qui est importante. C'est ça, oui. Beaucoup de gens vont l'écrire et ils vont l'écrire de leur manière. Hein, c'est ça. Et puis, malheureusement, il y a des archives, des documents très importants qui se trouvent dans les musées, les bibliothèques françaises, notamment à Aix-en-Provence. Si les gens avaient accès à ces écrits, parce que Émir Abdelkader était surveillé de très près dans ses moindres faits et gestes. Le consul de Mascara avait des espions qu'il rémunérait tous les jours pour surveiller l'émir Abdelkader dans tous ses faits et gestes. Donc ceux-ci savaient tout de lui. Notamment même sur le côté mystique, sur le côté intellectuel, sur le côté recherche, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il lisait. Je rappelle que nous sommes avec M. Mustapha Sahraoui, président de la fondation Émir Abdelkader de Saïda. Donc, si Mustapha, nous allons continuer notre périple dans le temps et dans la vie et l'œuvre de l'émir Abdelkader. Donc, période cruciale, l'engagement de l'émir, bien sûr, 1830-1832, première période, avec d'abord en filigrane, en 1830, la prise d'Alger, 1831, la chute d'Oran. Et à partir de là, le 27 novembre 1832, ce qu'on a appelé le premier plébiscite, la petite Moubaya'a. Donc on précise qu'il y a eu 2 Moubaya'a. Donc la première Moubaya'a Sorara, la petite, est-ce qu'elle concernait les Hchem? Est-ce qu'elle était localisée? Pourquoi on l'a appelée la petite? Dès l'arrivée des Français en 1830, Sidi Mahdine, le père de l'émir Abdelkader, a levé une armée composée essentiellement de Hchem et de Ghreba et de Saïdéens. Beaucoup de gens de Saïda, des tribus de Saïda, ont participé dès le premier jour sous la bannière de Sidi Mahdine. Je vais tout à l'heure citer quelques tribus, si vous le permettez. Bien sûr. De 1830 à 1832,
Émir Abdelkader commandait sous les ordres de son père, Sidi Mahdine, qui était déjà à un âge très avancé. Et puis, l'émir Abdelkader s'est distingué par sa bravoure. Lorsque son neveu, qui n'était âgé que de 15 ans, a été fait prisonnier, des soldats français l'ont attrapé. L'émir Abdelkader a foncé et il a libéré son petit-neveu des mains des militaires français. L'émir Abdelkader, lui est arrivé de rester 72 heures sur sa selle. Imaginez, 72 heures. C'était un brillant cavalier, un brillant guerrier. Il a perdu plusieurs chevaux dans plusieurs batailles, 2, 3, 4, jusqu'à 5 chevaux dans une seule bataille. Parce que parallèlement à ce qu'il faisait dans la Zawiya al-Qadiriya à Al-Gitna, Amir Abdelkader s'est donné beaucoup à la chasse et au sport. C'était un grand chasseur, un grand sportif. Donc c'était un véritable athlète. Et puis cette force, la force des saints musulmans, il avait atteint le degré de sainteté parce que c'est des grades. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à avoir le grade l'homme parfait, Rajul Kamil, plus que Raout et Qutb. C'est ça. Donc de 1830 à 1832, il a combattu sous les ordres de son père, notamment, c'est illustré, la bataille d'Oran, etc. Dans plusieurs batailles, était engagé en première ligne. Donc il faut dire aussi un des facteurs de la réussite militaire de l'émir et de ses troupes, c'est que aussi la tribu des Hacham était connue depuis toujours comme des troupes d'élite, des guerriers de métier, il faut le dire. Oui, absolument, puisque c'est la tribu à laquelle appartient l'émir Abdelkader. L'Hacham veut dire les Banu Hashim, c'est un dérivé de Banu Hashim. Et puis, il y a deux Hacham, c'est bon à savoir, parce qu'il y a les Hacham Ghraba et Hacham Shreka. L'une est Zénet, tribu berbère, qui s'est arabisé. L'autre est arabe de par héritage historique, c'est des Hacham. Et il a levé l'armée. Il n'y a pas que les Hacham qui ont participé. Il y a toutes les tribus avoisinantes. Mais là, on est dans la première Moubaïa ou alors dans la deuxième? Il y a certaines tribus qui ont prêté allégeance à l'émir Abdelkader dès la première Moubaïa. Il y en a d'autres, le 27 novembre 1832, c'était la deuxième Moubaïa, la grande Moubaïa qui s'est déroulée à Gris sous iqtida'an bi sunnat ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam alladhina yubay'unaka tahta ash-shajara. Voilà, c'est ce qu'on appelle shajarat ad-dardar, le frêne. Voilà, le frêne centenaire qui existe toujours. Et là, est-ce qu'on peut dire que la deuxième Moubaïa s'est élargie aux autres tribus en dehors de l'espace, disons, de l'Ouest? Est-ce que ça a été vers le centre ou c'était toujours localisé au niveau de l'Ouest du pays? La deuxième Moubaïa s'est déroulée à la mosquée Sidi Hassan, à Mascara. C'est une mosquée construite par les Turcs. Elle existe toujours, c'est une très belle mosquée, un bijou de l'architecture mauresque. Et toutes les tribus se sont rencontrées à Ksibia, ce qu'on appelait autrefois Saint-André. Les Français appelaient ce village Saint-André, c'est à 3 km de Mascara, pour aller ensemble à la mosquée de Sidi Hassan pour prêter allégeance à l'émir Abdelkader. Cette région a participé d'une manière pleine et active à la résistance à la colonisation. Chettih Mohammed, auteur de l'ouvrage La bataille de Larouat. Alors au départ, elle était très parcellaire, donc c'était des révoltes, c'était des insurrections donc de tribus, de groupes. Bien sûr, au nord de la Guadeloupe, il y avait les tribus des Ouled Neil, donc qui occupaient tout le terrain au sud de Médéa, donc ce qu'on appelait le Titri à ce moment-là. Et au sud de la Guadeloupe, il y avait les Larba, donc une autre confédération tribale, qui occupait le terrain au sud
de la ville de la Rouad. Alors si on peut avoir une précision concernant encore une fois la configuration de cette grande confédération des tribus, donc l'étymologie de l'Arba viendrait du chiffre 4 qui représente 4 tribus principales de la région. Oui, effectivement, donc c'est la version la plus donnée qui est connue. C'est donc l'Arba vient du chiffre 4, Arba, donc en arabe, et donc c'est le chiffre 4. Et donc l'Arba est composé de 4 grandes fractions. Les Ma'amra, les Harazliya, etc. Donc 4 grandes fractions qui composaient cette confédération tribale et qui occupaient tout un terrain donc assez important, donc le sud de l'Atlas saharien, donc de la Gouade jusqu'à Ouargla. Donc tout ce terrain-là était occupé par la grande confédération de l'Arba. Donc sur le plan géographique et humain, ça représente quand même des dimensions très importantes. Mais par rapport à cette contribution, si on devait la situer historiquement, est-ce qu'on la situe à l'époque de la première Moubaya'a ou alors de la Moubaya'a générale? Pendant la période coloniale, l'émir Abdelkader avait eu beaucoup de relations avec ces tribus-là, principalement avec les Oulad Naïl, parce que c'était une tribu qui était mitoyenne avec les tribus que lui gérait. Les Oulad Sidi Cheikh, etc. Donc c'était une tribu mitoyenne avec les Oulad Naïl. Et d'ailleurs, un des grands résistants, un des dirigeants de la révolte de la Gouade, qui s'appelle Telli Bellekhal, est un ancien lieutenant de l'émir Abdelkader. Très bien. C'est un ara de l'émir Abdelkader. Est-ce qu'on peut dire que cette époque a marqué l'adhésion officielle des tribus de la région de l'Orwat, aussi bien des l'Arba'a, des Ouled Naïl, à l'effort de guerre, mais aussi à la résistance populaire de l'émir Abdelkader? Oui, assurément. Donc, ils adhéraient donc au combat de l'émir Abdelkader d'une manière claire. Et simplement, mais est-ce qu'il y a eu des contacts? Alors, est-ce qu'ils ont participé à la Moubaya'a? Ah oui, ils ont participé à la Moubaya'a. Donc, Telli Bellekhal était un lieutenant, donc qui a été nommé par l'émir Abdelkader pour les Ouled Naïl. Au niveau de la Rouad, c'est un certain Al-Hajj Al-Arbi, qui appartient à un clan, ce qu'on appelle les Lahnaf, donc dans la ville de la Rouad, et qui était donc le représentant officiel de l'émir Abdelkader. D'ailleurs, l'émir Abdelkader, quand il est venu à la Rouad, une des choses qu'il avait laissé, il a laissé un célèbre canon qui va devenir célèbre pendant la bataille de la Rouad. C'est un canon qu'il a laissé pour que les habitants de la Rouad puissent se défendre. Très bien. Mais cette région-là n'était pas en état de guerre avec la France. C'est-à-dire que la France était un peu en retrait. Donc, il fallait que les gens adhèrent à la résistance, mais ils n'étaient pas appelés à combattre réellement. Sauf par moment, les Larba, une fois qu'ils ont fait allégeance, ils ont délégué 400 cavaliers à l'émir Abdelkader, et tous ces cavaliers, c'est une troupe de 400 cavaliers, et toute cette troupe-là est morte à l'ouest. Donc ça s'est déroulé dans la mosquée Sidi Hassan à Mascara, où toutes les tribus d'Orani et beaucoup de gens, notamment de Mouzaya, de Blida, de Koléa, sauf l'Est. Oui, c'était le Beyleka. Oui. Qui se sont... Est-ce que les Ouaouas étaient présents? Mais bien sûr, les Ouaouas étaient présents parce que l'un des plus grands califes de l'émir Abdelkader, c'était Ben Salem, il ne faut pas l'oublier, qui a assisté à une bataille à Saïda. C'est lui qui avec Mousfa Ben Touhami, ont battu le général Bijou à Sidi Issa, d'où la fameuse marche militaire. Avez-vous vu la casquette du père Bijou? C'est comment qu'on appelle ça? C'est une marche militaire. Là où Bijou est sorti de nuit, il avait un bonnet sur la tête, oubliant de mettre sa casquette. As-tu
casquette? As-tu vu la casquette du père Bugeaud? As-tu vu la casquette, la casquette? As-tu vu la casquette du père Bugeaud? Si tu ne l'as pas vue, la voilà, elle est sur sa tête. Si tu ne l'as pas vue, la voilà, il n'y en a pas deux comme ça. As-tu vu la casquette, la casquette? As-tu vu la casquette du père Bugeaud? As-tu vu... Aïssa Belmeki, nous venons d'écouter la première partie de l'émission, de la série plutôt consacrée à l'émir Abdelkader. Je remarque que vous avez été très attentif. Et donc, pour essayer de faire un peu la synthèse de ce que nous venons d'écouter, quelles sont d'abord, vos remarques générales par rapport à cette première émission? Et si nous devions analyser la situation, le contexte politique, géopolitique de l'époque, donc de l'Algérie et plus précisément de la régence d'Alger au début de la colonisation de l'Algérie, donc à la prise d'Alger, est-ce qu'on peut déjà, avant d'en parler, essayer de voir ce qu'était l'Empire ottoman? Par exemple, quelle était la configuration politique à l'époque ottomane? L'Empire ottoman, à l'époque, durait déjà, en ce qui concerne l'Algérie, environ un peu plus de 3 siècles. Parce que les Algériens, pour repousser les incessantes tentatives de l'armada européenne, ont fait appel donc aux Ottomans pour arrêter ces poussées belliqueuses. Et sans le vouloir et sans le souhaiter, l'Algérie s'est trouvée absorbée dans un continuum administratif et fiscal d'un empire qui, sous le couvert de califat, donc sous un couvert plutôt religieux, civilisationnel, a imposé carrément une rupture dans le processus historique, civilisationnel de la formation de la nation algérienne. Pour 3 ou 4 siècles, la nation algérienne s'est trouvée en rupture avec ce que l'on appelle en politique la continuité de l'État, et c'est justement l'un des critères principaux qui faisait que l'émir Abdelkader refusait cette présence ottomane qui était très oppressante, qui était carrément un frein civilisationnel, économique, politique, etc. Et il a bien saisi, évidemment grâce à sa culture énorme, très, très, très large, il a saisi que les tribus qui formaient ce tissu algérien perdaient petit à petit le sens de l'État. Donc c'est Aïssa, pour plus de précision, pour essayer de donner, un squelette à cette présence. Sur le plan, je pense, économique, qui est quand même déterminant, quel était le modèle économique ottoman? Il n'avait aucun modèle économique, c'était la non-économie. Pourquoi? Parce que, en ce qui nous concerne, nous, Algériens, les Ottomans qui étaient là, donc qui nous régentaient, cette régence qui régentait nos affaires, vivaient de la course. Donc, pour ne pas dire rapine, et de la fiscalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie faisait partie, sans le vouloir, d'un continuum administratif et fiscal d'un empire. Donc, la nation algérienne qui était à l'époque virtuelle, qui n'était pas encore concrétisée, elle n'avait aucune chance d'émerger. De s'émanciper. D'émerger. Bon, l'émancipation, c'était le but de l'émir Abdelkader, s'émanciper de la présence ottomane. Mais la nation algérienne, toute virtuelle qu'elle était, ne pouvait pas émerger dans le processus de l'histoire tant que cet état de choses durait. Donc, automatiquement, Mouhyiddin et l'émir Abdelkader, son fils, étaient très gênés, étaient très agacés par cette présence ottomane qui ne permettait pas à la nation algérienne d'émerger justement dans le processus de l'histoire et de se construire petit à petit. Alors, pour revenir au modèle économique, donc au niveau de la Méditerranée, ils vivaient de la course. D'ailleurs, sous Charles X, la France était vraiment au bord de la banqueroute, et c'est grâce au trésor des Raïs qu'elle a renfloué ses caisses et qu'elle est repartie dans son processus de révolution industrielle, etc. Il y avait de quoi remplir 3 frégates d'or. Donc, c'était des trésors qui ne profitaient pas à la nation algérienne. Ces raïs, d'ailleurs, n'étaient pas réellement des Turcs. Il y avait des Albanais, des Italiens, des Grecs.
C'était je sais pas moi, mélange d'individus qui n'avaient rien à voir avec l'arabité, ni les Turcs, les vrais Turcs. Ce qu'on appelait aussi les renégats. Voilà, ouais, si l'on veut, oui. À leur façon, c'était des renégats, oui. Ali Petchin, Raïs Hamidou, Hsine Dey, etc. Tout ça, c'était les frères Barberousse, Baba Arrouj, etc. Tout ça, ce n'était ni des Turcs, ni des Arabes, ni des autochtones. Donc, l'Algérie était gérée, régentée par une force strictement militaire. Et là, je fais allusion au grand penseur britannique Arnold Toynbee, qui a fait une analyse des civilisations. Il a mis en exergue le fait que les civilisations qui se spécialisaient dans quelque chose étaient vouées à disparaître, oui, à la disparition, donc à l'échec. Il a cité par exemple Sparte, Athènes qui faisait en même temps du commerce et de l'armée, donc elle n'était pas spécialisée, elle a survécu plus longtemps, elle a réussi à faire passer son image à Rome, donc son projet politique et sociétal à Rome, mais les Ottomans justement c'était surtout une force militaire. Ils se spécialisaient dans l'action militaire. Donc cet empire qu'on faisait passer pour un califat, et qui n'en était pas un, reposait essentiellement, je peux dire à 90%, sur l'armée, les janissaires et l'armée. Bon, ça a rapporté quelque chose au monde musulman, évidemment, des conquêtes, mais ces conquêtes étaient rejetées par la partie européenne de la Méditerranée, les Albanais, les Grecs, etc. D'ailleurs, les Grecs en 18e, 19e siècle ont beaucoup souffert pour acquérir leur indépendance. Et le problème, pour revenir à l'Algérie, c'est que l'émir Abdelkader était très agacé par cette présence ottomane, il voulait s'en émanciper. Pourquoi ? Parce que cette présence, qui était uniquement une présence fiscale, fiscaliste, empêchait la nation algérienne d'émerger, donc de construire une industrie, une économie, etc. Et dans la conception de l'État de l'émir Abdelkader, justement, il y avait tous ces aspects de la vie sociopolitique, c'est-à-dire l'économie, l'industrie, les aspects sociaux de l'État-providence, etc. Il avait cette conception de l'État algérien et la présence turque l'empêchait de réaliser ce projet. Et c'est pour ça que le Dey d'Oran, qui a senti, grâce à ses espions, tout un réseau administratif de Mekhzen, éparpillé sur le territoire national, et s'est rendu compte de cette antipathie qu'avait la famille Mouhiddine et l'émir Abdelkader pour les Turcs, et il leur imposait une politique stricte. Par exemple, à titre d'exemple, on peut citer le premier pèlerinage avorté de l'émir Abdelkader et son père, parce qu'il devait demander l'autorisation au Dey d'Oran d'aller, et il leur a refusé cette autorisation. Il les a assignés à résidence pendant 2 ans. D'accord. Donc c'est cette présence oppressante, une véritable chape de béton qui a été coulée sur la nation algérienne, virtuelle à l'époque, pendant environ 4 siècles. C'est une rupture politique et institutionnelle pour l'émir Abdelkader. Donc, pour bien, disons, saisir le contour du régime ottoman, bon, c'était une activité aussi hyper spécialisée. Il s'était spécialisé dans la guerre. Est-ce qu'on peut parler d'un impérialisme ottoman ? Absolument. C'était un impérialisme ottoman. D'ailleurs, il y a un tas de chercheurs, évidemment, qui ont collecté sur le plan ethnographique des légendes, des histoires populaires, etc., qui racontent les exactions des Ottomans dirigées à l'encontre des autochtones, du peuple algérien, avec toutes ses composantes. Des populations. Ils étaient impitoyables dans leur comportement, surtout pour réprimer toute, disons, évasion fiscale, pour utiliser un mot actuel. Toute évasion fiscale était sévèrement réprimée, sévèrement punie, etc. Donc il y avait cet aspect impérial, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman reposait sur 2 devises. La première, c'était évidemment la porte sublime, donc c'est cette mystification de cette forme d'impérialisme. Et il y avait une deuxième devise qui était écrite sous la première, un empire éternel, l'empire éternel. Donc l'histoire a prouvé qu'il n'était pas éternel, qu'il ne pouvait pas être éternel. Pourquoi ? Parce que l'éternité d'un empire ou d'une nation reposait essentiellement sur le sens de la justice et le degré de civilisation qu'atteint la nation ou la forme de gouvernement considérée. Donc, de là, on peut extrapoler, en ce qui concerne l'émir Abdelkader, quel était son problème.
le problème auquel devait faire face l'émir Abdelkader dans sa conceptualisation de l'État algérien moderne, c'était d'abord résoudre le problème de la continuité de l'État. Et de s'affranchir de la présence ottomane. Voilà. Il fallait donc s'émanciper de la présence ottomane, comme les Yankees, les Américains, la nouvelle mouture d'Américains se sont affranchis de l'Europe ancienne, de la vieille Europe, en devenant indépendants des Anglais. Donc ils ont largué la vieille Europe et ils ont construit leur civilisation. Et il ne faut pas oublier que l'émir Abdelkader suivait de très près ce qui se passait à son époque. Et les États-Unis se construisaient à son époque. À son époque, il y avait même pas une vingtaine d'États qui se confédéraient déjà, mais il était très sensible et très intéressé par cette façon de construire un État à partir d'États confédérés. Donc, il avait cette idée de fédéralisme rassembleur, donc des tribus, et c'est une politique qui a beaucoup réussi parce qu'il a réussi pratiquement à rassembler toutes les tribus sur le territoire national. Et il avait un problème de continuité de l'État. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'État algérien, qui à l'époque des Almoravides gouvernait de Grenade à Tombouctou, cet État s'est interrompu avec la chute de l'Andalousie. Alors là, si Issa, je vous arrête, on peut lire en filigrane dans la déclaration, dans la Moubaya'a, cette continuité historique et même par rapport à l'État en gestation de l'émir. Et là, précisément, le référent historique, toute la période ottomane a été biffée par l'émir. Donc, pour lui, l'histoire s'est arrêtée, comme vous venez de le dire, à Sokot Gharnata, oui, comme on dit. Absolument. Donc, cette rupture institutionnelle, cette rupture politique et institutionnelle, impliquait une rupture juridique aussi. Parce qu'un État, ça doit être un État légal. Et cette Moubaya'a, justement, c'est la première et la deuxième Moubaya'a. C'est une déclaration. La Moubaya'a, il y a beaucoup de similitudes avec la Moubaya'a de l'Aqaba, avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y avait une première et une deuxième Moubaya'a. Oui. Et ces Moubaya'a, c'était le départ de ce qu'on peut appeler de nos jours l'État légal. C'était la naissance d'un État légal. Donc le chef désigné, plébiscité, pouvait agir légalement et exercer légalement ses pouvoirs politiques. Et l'émir Abdelkader, justement, dans la lettre qu'il a écrite aux tribus qui n'avaient pas assisté à la première et deuxième Moubaya'a. Alors, petite précision, Sibel Mekki, concernant la Moubaya'a, c'est une lettre qui leur est adressée aux tribus qui n'étaient pas présentes le jour du deuxième plébiscite. Oui, mais elles n'étaient pas présentes physiquement, mais elles avaient délégué, des représentants. Mais c'était surtout une lettre d'ampliation de cet État légal qui, comme vous l'avez si bien dit, biffait la présence ottomane, du moins symboliquement, et il ouvrait la porte, le chemin, la voie, à un État de droit. Et c'est le contenu de la lettre qu'il a écrite aux tribus, de cette lettre d'ampliation. Il y a dans le contenu de cette lettre les prémices d'un État de droit. Donc, d'un État de droit qui serait gestionnaire d'une société civile structurée, bien pensée. Donc, c'était ça le projet sociopolitique de l'émir Abdelkader. Évidemment, c'était un projet, donc une œuvre titanesque, qui était très difficile à réaliser dans la conjoncture géopolitique de l'époque, avec la dynamique coloniale du XIXe siècle. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs vous l'avez très bien dit au début de l'émission, que la France planifiait déjà la colonisation de l'Algérie dès 1808. Et 1808, comme par hasard, c'est l'année de naissance de l'émir Abdelkader. Donc c'était une date prémonitoire. Et il y a de ces symbolismes qu'il faut savoir lire, parce que ce n'est pas un hasard si, par exemple, l'émir Abdelkader est né en 1800, on peut dire 1807-1808, c'est donc l'année à laquelle Napoléon déjà préparait et programmait la colonisation de l'Algérie. Et, par exemple, la date de naissance de Lalafat Mansour, en 1830, qui est la date de l'invasion de l'Algérie. Donc, ces chefs charismatiques, ces chefs historiques de la résistance populaire, ils sont nés à des époques qui considéraient du point de vue de la fameuse école britannique qu'on appelle l'école d'explication de la philosophie d'histoire, c'est une école qu'on appelle Tafsir Dini li Tarikh. Donc c'est une explication religieuse de l'histoire. Vu la conjoncture de l'époque, on peut dire qu'il y a un déterminisme historique qui a fait que tous ces événements majeurs se sont passés
en conjonction avec d'autres événements qui peuvent passer inaperçus, comme une date de naissance, mais c'est des hommes et des femmes qui sont venus à point pour prendre en charge, prendre en main des projets politiques majeurs. Et l'Émir Abdelkader, c'est l'une de ces figures dont on peut être fier. Donc, il avait ce problème de continuité de l'État, donc reprendre l'État algérien là où il s'est arrêté, l'époque de Grenade, Tombouctou, donc l'Andalousie, et construire un État de droit, un État légal, sur les décombres de la société algérienne, après 4 années de présence ottomane. De présence ottomane, parce que l'Algérie s'est trouvée absorbée dans une conjoncture vraiment néfaste, sans le vouloir. C'est Aïssa, pour conclure, donc 2 questions. Est-ce qu'on peut dire que, bon, on ne peut pas parler de déclaration, ou alors disons que c'est un peu le squelette du futur État algérien. Est-ce qu'on peut dire que c'est une préfiguration de 1954 ? Absolument, absolument, parce que, comme je viens de le dire, l'Émir Abdelkader nous a laissé le concept de l'État algérien moderne, la conceptualisation. Et on peut dire que, pour être, équitable avec l'histoire, notre histoire, la libération de l'Algérie a commencé en 1830, dès l'arrivée des Français. Bien sûr. Et elle s'est achevée en 1962. Donc, ce processus de libération est passé par 4 étapes. Parce que la libération de l'Algérie, en fin de compte, c'était un acte volontaire. Et tout acte volontaire passe par 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de la conceptualisation, justement, et c'est le rôle de l'Émir Abdelkader. Puis est venue la deuxième étape, qui est l'étape de méditation, révision, construction idéologique, etc. C'est l'époque de Massali Haj et l'Émir Khalid. Et puis la troisième époque, c'est l'époque de ce qu'on appelle le Haraka al-Wataniya, hein? Donc tous ces partis, tout ce qui est mouvement nationaliste, tout ce qui est mouvement nationaliste, y compris Jamaat al-Ulama, donc tout ce qui est MTLD, PPA, UDMA, UMA, même personnalités comme Farhat Abbas, Massali Haj, etc. Toutes ces actions conjuguées ont fait la troisième étape, qui est l'étape de la détermination, de la décision et du choix. Et puis, l'étape de l'exécution, c'est justement 1954. Donc, la déclaration et la conceptualisation de l'État par l'Émir Abdelkader préfiguraient effectivement le 1er novembre 1954. إذا لم تكن من سمائك حمري
la